Salut à tous, vous êtes sur Média 241, votre numéro 1 du web. Et aujourd'hui, c'est lundi, nous sommes lundi soir. Et comme vous le savez, lundi soir, c'est Top Sport 241, énième numéro de Top Sport. Nous avons beaucoup de choses à nous dire concernant le sport, l'actualité sportive en terre gabonaise et aussi à l'extérieur de Gabon, en Europe, aux États-Unis, partout où vous le voudrez. Nous allons parler de football aujourd'hui. Nous allons parler un peu de basketball aussi. Football dans la récap foot, basketball dans la récap basket. Et nous allons évoquer le Gabonais de la semaine comme vous commencez à être habitué à le vivre. Et je ne suis pas seul comme d'habitude sur ce plateau. Je suis avec un éminent journaliste, un éminent consultant sportif. C'est un spécialiste de la question de football au Gabon comme à l'extérieur, mais ce n'est pas seulement du football pour lui, il parle aussi de basket et d'autres choses. Vous l'aurez certainement reconnu, il est avec moi sur ce plateau, c'est Freddy Koula. Freddy, bonsoir. Salut Romaric, merci de m'inviter. Merci de répondre à l'invitation. On commence à croire que tu es finalement de Média 241. Oui, on va le croire. De toute façon, comme je l'ai dit il n'y a pas longtemps, c'est de la même famille et je suis admiratif de tout le travail qui est fait ici depuis plusieurs mois déjà. Et donc du coup, c'est logique que lorsque j'ai des appels, j'y réponds favorablement. Et nous sommes heureux de le recevoir. Merci de nous faire cet amitié-là, Freddy. Et sans plus tarder, je sais que vous attendez ce lien depuis longtemps. Nous nous excusons déjà du retard. On aurait dû commencer autour de 16h30, quelques soucis techniques. Mais qu'à cela ne tienne, nous sommes là et nous allons bel et bien démarrer notre émission avec la récap foot. Et je vais vous le dire, nous avons 4 sujets de récap foot ce soir. Il y a premièrement le sujet de Kanga Gaylor qui a déjà fait couler et qui continue à faire couler beaucoup d'encre et de salive. Participera par la CAN. La Confédération africaine de football a rendu son verdict suite au recours qu'avait déposé la FECOFA dernièrement, mais la FECOFA a déclaré qu'elle ne va pas en rester là. Ensuite, nous allons revenir sur les assises du football qui se sont achevées le week-end, il y a une semaine déjà. Nous allons débriefer un peu ça avec Freddy Koula, savoir qu'est-ce qu'on peut attendre des décisions qui ont été prises là-bas. Nous allons évoquer aussi les nouveaux champions d'Europe que sont Chelsea au niveau de la Ligue des Champions et au niveau de la C3 Ligue Europa Villarreal, pour terminer ensuite avec Karim Benzema, le KB Nouébé de retour en équipe de France. Freddy, un programme bien huilé en ce qui concerne la récap foot. Ça va, heureusement que le coup d'envoi a été repoussé, sinon on aurait passé toute la soirée là. Oui, c'est clair, c'est clair. Alors, nous allons démarrer sans aucune transition avec un petit élément que je vous propose de regarder, cet élément fait par notre rédaction sur le cas à Kanga Gaylor. On suit ça et on revient tout de suite avec Freddy Koula. La nouvelle a sans doute fait l'effet d'une bombe côté congolais. La Confédération africaine de football a purement et simplement rejeté le 26 mai 2021 passé la plainte de la FECOFA, Fédération congolaise de football, au sujet de l'éligibilité de l'international gabonais Kanga Gaylor au sein de la sélection des Panthères du Gabon. Moins de 24 heures après, la FECOFA a annoncé avoir fait appel de cette décision. La FECOFA ne décolore pas, c'est le moins que l'on puisse dire après l'annonce faite par son secrétaire général qui a confié user de toutes les voies de recours dans ce dossier. N'ayant pu l'emporter d'abord sur le terrain, puis dans cette première manche devant le jury disciplinaire de la CAF, la République démocratique du Congo semble déterminée à participer à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations en lieu et place du Gabon, en usant des méthodes très peu orthodoxes et du moins pas très fair-play. Selon le verdict rendu par le jury disciplinaire de la CAF, le dossier présenté par la RDC ne comportait aucune preuve recevable dans le fond. Sur cette base, l'on serait tenté de s'interroger sur les éléments supplémentaires que pourrait apporter la FECOFA pour remettre en cause cette décision. Lorsque l'on sait que la partie gabonaise, via la FEGAFOOT, Fédération gabonaise de football, a fourni un dossier embêtant en ayant débouté toutes les allégations de sa fédération sœur. Freddy, allô, 1, 2, 3, ça ne module pas? Alors, nous sommes de retour sur le plateau et Freddy, tu as pu regarder un peu, je me permets de te tutoyer Freddy, tu as pu regarder cet élément et qu'est-ce que tu peux nous dire? Nous savons que tu as suivi cette affaire et tu as été, on va dire, l'un des précurseurs de la suite du dossier Kanga Gaylor. Le premier a révélé certaines informations, ça n'a pas plu à certaines personnes, mais les Gabonais voulaient savoir et les Gabonais étaient bien contents de le savoir par l'entremise de tes réseaux sociaux. Ben oui, heureusement que l'information est un droit dans ce pays, heureusement que dans la Constitution il est écrit que chaque Gabonais a le droit d'être informé. Donc, étant donné qu'il y a le droit, il y a aussi le devoir, nos devoirs à nous en tant que journalistes ou en tant que lanceurs d'alerte, d'aviser aux gens, surtout le contribuable, qu'il y a une partie de leur héritage ou une partie de leur bien, évidemment en l'occurrence l'équipe nationale, qui est potentiellement
ou qui sera mise en danger. Donc ce qui s'est passé avec l'affaire de Conga-Delors, lorsque l'affaire est sortie, au début c'était des rumeurs, après derrière le devoir a fait que, et sachant très bien que la polémique allait enfler et que derrière on allait être submergé, parce que moi j'étais au taquet dans cette affaire-là, parce qu'évidemment je suis toujours dans les canaux, disons les Canal+, et tous les médias internationaux, je savais qu'il y avait une bombe, j'avais appelé ça bombazo, ça n'a pas plu à certaines personnes, à une catégorie, mais une toute petite catégorie de personnes qui ont voulu comprimer et garder l'information. Derrière, je sais que les Gabonais étaient contents d'avoir cette information, de se préparer à attaquer ou contre-attaquer, parce que derrière, on a bien compris que cette affaire de Conga-Delors, il y avait le fond et il y avait la forme. Dans le fond, évidemment, le Gabon s'en est bien sorti et le Gabon avait raison depuis le début dans cette affaire-là. Et sur la forme, évidemment, il y avait beaucoup de choses à dire. Et sur la forme, on a vu qu'à la fin, la CAF a fini par trancher en faveur du Gabon. Ceci dit, évidemment, vous l'avez dit dans le sujet, l'affaire n'est pas terminée, pas totalement pas en tout cas, parce que la FECOFA, comme le stipule le communiqué de la CAF, le délibéré, ils avaient la possibilité de faire appel devant le jury disciplinaire, ils l'ont fait. Si ça ne marche pas comme ils veulent dans le jury disciplinaire, ils iront au TAS. Mais ce que les Gabonais et les gens doivent savoir, c'est que c'est de leur droit de se plaindre, c'est de leur droit de faire appel. Mais oui, ça, oui, exactement. Ils en ont tout à fait le droit, et nous aussi, nous avons le droit de répondre, nous avons aussi le droit de contre-attaquer, et surtout le droit de nous défendre, ce qui a été remarquablement bien fait par toutes les autorités gabonaises. Évidemment. Encore une fois, contrairement à l'affaire Charlie Moussono, contrairement à l'affaire... Ah oui, on se rappelle de Charlie Moussono, et ça avait été... Moussono, c'était pas totalement similaire, mais c'était une affaire de jeu. Un peu dans le même genre. Une autre sélection, pas totalement, parce que Moussono avait déjà joué avec l'équipe de beach soccer du Cameroun. Ce n'était pas pareil. Évidemment, il y avait eu l'affaire, c'est pas l'affaire d'identité. En l'occurrence, c'était une affaire d'identité. En l'occurrence, il y avait aussi une affaire il y a quelques mois avec la Gambie qui nous avait maltraité, où on avait perdu devant les instances. Et on a saisi. On a donc eu une vraie bonne victoire administrative, une victoire judiciaire ou juridique comme on le veut, et une victoire qui fait plaisir aux Gabonais, aux supporters des Panthères, parce qu'à la fin, on a mérité notre qualification et on est content de savoir qu'on sera parmi ceux qui seront au tirage au sort dans quelques semaines, et on sait qu'on sera à la... Et on sera au Cameroun en janvier. Le prochain, c'est bien que tu puisses le dire, Freddy, parce que les Gabonais, on peut... je me dis peut-être que c'est parce que c'est des voisins, on s'est dit qu'en bon voisinage, fair play et tout, ils auraient pu laisser passer ça, mais il faut savoir que lorsqu'il s'agit de l'organisation ou de la participation à une Coupe d'Afrique des Nations, c'est un événement d'envergure, et il faut pouvoir se saisir de toutes les armes qu'on puisse avoir de n'importe quel côté, qu'on puisse les avoir pour y participer. Alors, la RDC a perdu contre le Gabon, et c'est un peu ce qu'on est en train de fustiger en se disant, bon, ils ont perdu contre nous sur le terrain et ils vont nous attaquer au niveau des instances africaines. Ce qui est sûr, nous sommes en train de nous préparer, les Panthères du Gabon, avec la Fédération gabonaise de football, se prépare pour le Cameroun 2022, et en attendant, bien évidemment, que le recours ou l'appel fait par la FECOFA aboutisse ou n'aboutisse pas, nous, on a bon espoir que le Gabon va participer et Conga-Delors va participer, parce qu'il faut rappeler que lui aussi risquait. Ouais, en fait, la vérité, c'est que ce débat de Conga-Delors, c'est vrai que les gens y parlent, mais ce qui vient, c'est qu'il y a deux côtés. Il y a le côté de ceux qui sont passionnés, ceux qui regardent le foot, qui consomment le foot, évidemment, qui réagissent comme toute personne devant sa télévision ou peut-être au bar. Heureusement, là, les bars ont autorisation d'ouvrir jusqu'à 20h30. Et il y a nous qui sommes un tout petit peu avertis, qui regardons avec minutie les textes. Avec un œil beaucoup plus différent. Évidemment, tout ce qui est pratique sportive et tout ça, on doit pouvoir dire aux gens, attention, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Ce qui se passe avec cette affaire de Conga-Delors, évidemment, il y a peut-être eu une mini-jurisprudence avec Charlie Moussono. Il y a eu une jurisprudence dans des décisions similaires à la CAF avec ce qui s'est passé avec le Rwanda, ce qui s'est passé avec Mamadi Sandoz en club. Ce qui se passe, c'est que derrière, ça doit pouvoir nous interpeller globalement sur la gestion du football en lui-même, la gestion des administrés ou la gestion des sportifs, la gestion des états civils des footballeurs et surtout les procédures de naturalisation. Je suis toujours autant, moi, sidéré de savoir qu'il y en a dans cette affaire-là qui, depuis le début, l'ont pris de façon légère, parce que vous le savez... De façon assez légère même. De façon superflue même, mais je trouve que c'est une insulte à l'intelligence de ceux qui ont voulu élever le débat et ceux qui ont voulu mettre le débat sur la table en disant on a peut-être un problème ou on a un problème
réfléchissons sur la façon dont on règle ce problème-là. Donc moi, par exemple, je ne veux pas le redire, hein, je me suis fait insulter par un ancien international alcoolique qu'on appelle Valérie Ondo. Je lui ai pardonné parce que je considère qu'on n'a pas le même niveau intellectuel. Mais de l'autre côté, ceux qui ont un petit niveau intellectuel ou ceux qui sont considérés comme des journalistes, qui ont aussi mis le débat en dessous de la ceinture ou ont personnalisé le débat, je trouve ça regrettable pour notre pays parce qu'on est censé être un grand pays de football, on est censé être un grand pays qui compte, un grand pays de football parce qu'on a quand même organisé 2 CAN en l'espace de 10 ans, 3 CAN même avec la CAN 2017. 3 CAN même avec la CAN avec les moins de 17 ans. Donc, ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est de pouvoir se dire les acquis que nous avons, il faut derrière qu'on arrive à défendre les causes, les bonnes causes ou défendre notre pays de façon légale, comme les gars de la fédération ont pu le faire. Chapeau d'ailleurs aux juristes de la fédération qui ont bien su réagir assez rapidement. Ils ont réagi rapidement malgré ce qu'ils ont dit parce qu'ils s'étaient préparés en amont. Donc entre le moment où l'affaire sort et le moment où ils décident de répondre en 24 heures, ça veut dire que le travail a été fait de fond. Mais le travail de fond ne doit pas occulter le fait que derrière, il y a eu l'image du Gabon qui a été écornée sur les réseaux sociaux et sur les médias internationaux. Mais ça aussi, c'est une bagarre qu'il faut savoir mener pour pouvoir derrière défendre l'image de notre pays et non pas rester dans des sièges ou derrière le téléphone en disant « n'en parlez pas, personne n'a le droit de parler, pourquoi Freddy Koula en parle, etc. etc. » Je trouve ça ridicule parce que derrière, on a vraiment perdu la guerre de la communication. La preuve aujourd'hui, voilà, les Congolais ils sont toujours en train de penser qu'ils avaient raison dans cette affaire. Or, ils n'avaient pas. Et surtout que les Congolais ils sont allés beaucoup dans tous les sens. On se rappelle de. C'est vrai que les Gabonais ont assailli les réseaux sociaux un peu partout pour aller, on va dire quoi, aller combattre un peu les Congolais parce qu'il y a beaucoup de médias congolais qui ont fait circuler des informations. Certaines ont été traitées de fake news, certaines étaient vraies, il faut le dire, il faut le reconnaître. Il y a beaucoup d'informations qui ont été données qui ont été vraies. Mais ce qui est bien dans ça, c'est que moi je veux retenir le côté patriote des Gabonais qui ont soutenu le joueur, qui ont soutenu Kanga Guelor, qui ont dit c'est notre joueur, il joue avec nous depuis, quelle que soit la manière dont il... On va revenir à cet éternel problème d'état civil. Il y a un joueur de Bouengidi Sport par exemple, et toi tu connais le sujet, qui n'a pas pu aller disputer une compétition africaine pour une histoire de papier qui n'était pas faite. Changement d'âge. Encore une fois, ce que les gens doivent savoir, et c'est peut-être pourquoi moi beaucoup ne m'aiment pas, c'est parce que moi je préfère qu'on se dise d'abord les vérités, que ce soit en interne ou en externe, et qu'on se regarde devant le miroir en disant est-ce que tout le monde a fait bien, est-ce que tout le monde a respecté les règles, et est-ce que derrière on accepte qu'on a peut-être tort et on se défend de la meilleure façon possible. Et j'ai aimé moi l'attitude des juristes et la défense, parce que j'ai vu le contenu un peu de la défense de la fédération, c'était cohérent. Pas parce que derrière ils ont dit non mais Kanga Guelor est gabonais, il est né au Gabon. Non, leur défense était que Kanga Guelor n'avait que l'identité gabonaise, il a commencé à jouer au football en tant que gabonais, il a été enregistré à la CAF en tant que gabonais, et puis derrière nous, qu'il soit né X à X en etc., tout ce qu'on sait, tout ce que l'État gabonais reconnaît, c'est que Kanga est gabonais. Et ça c'est d'une logique implacable, ça c'est un. Ensuite derrière, on a réussi à s'extirper de ce problème Kanga Guelor parce qu'on a eu la grande chance, et ça il faut le dire à tous ceux qui regardent, qu'on a eu la chance que les Congolais n'avaient pas d'identité de Kanga Guelor, c'est-à-dire de pièce d'identité. Si les Congolais avaient un acte de naissance, si les Congolais avaient un passeport, ça aurait été été dans la merde davantage qu'on l'a été. Donc derrière, c'est pour dire qu'il faut savoir poser les débats fondamentaux à travers évidemment les sujets qui se posent. Le sujet qui s'est posé là, c'était Kanga. Derrière le débat fondamental, c'est le débat sur les procédures de naturalisation, sur les identités des sportifs. Moi, encore une fois, je n'ai aucun problème sur les changements d'âge des sportifs parce que tout le monde le fait. Je le dis vraiment à qui veut l'entendre. Oui, mais tout le monde le fait. Tout le monde le fait, pas que sur le continent africain. En Europe, évidemment. En Amérique du Sud aussi, on a pu voir les joueurs. Regardez Falcao, je le rappelle encore. Falcao ne peut pas avoir l'âge qu'il a aujourd'hui. Il n'y a pas juste Falcao, Diego Costa ne peut pas avoir l'âge qu'on prétend qu'il a aujourd'hui. C'est pour dire simplement que voilà, les problèmes d'âge, ça existe partout. Le football est un business où chacun essaye de corriger, améliorer son produit. Les sportifs, ce sont des produits. Qu'un joueur, qu'il soit étranger ou gabonais, la politique nationale de sport, et donc je salue de toute façon la loi du sport qui a été votée grâce à Franck Dema évidemment il y a quelques mois, beaucoup de gens ne l'ont peut-être pas lu, mais il faut aller au journal officiel pour lire la nouvelle loi sur le sport. Il faut qu'elle arrive à s'arrimer aussi sur la formation et la mise en valeur des sportifs, des jeunes sportifs, et surtout les procédures de naturalisation. C'est super important. La France est championne du monde parce qu'elle a maîtrisé le processus de naturalisation. Ah oui, il y a beaucoup de pays qui sont sortis grâce aux binationaux, grâce notamment à l'héritage de la migration et tout ça. Il faut aussi qu'on en profite, nous. Mais comment on doit en profiter? C'est en restant évidemment collé au texte, en pratiquant les méthodes qui sont
qui sont permises. Et encore une fois, je dis un exemple simple. S'il y a un gamin qui est sénégalais, burkinabé, malien, qui est né au Gabon, qui a grandi au Gabon, qui a profité du système scolaire gabonais, qui a profité du système de santé du Gabon, etc., on a le droit, nous, s'il a du talent, de le prendre et de le transformer en soldat gabonais pour qu'il aille défendre les couleurs du Gabon. C'est tout aussi logique. Le problème, c'est qu'il y a quelques dirigeants qui sont, je ne vais pas dire un peu bébêtes, ou peut-être qui sont un peu sorciers, qui pensent que respecter les règles, c'est-à-dire aller au tribunal, aller faire un acte demander un acte de naturalisation normale, c'est contraire à la loi. Le contraire, c'est ça qui est contraire à la loi. Fabriquer ou falsifier des actes de naissance, etc., pour changer les âges des enfants, ça, il ne faut pas le faire parce que ça peut nous rattraper. Il faut dire aux gens que si un enfant est talentueux et qu'on a envie d'en faire un professionnel, il faut l'aider. Si on doit réduire son âge, on le réduit parce que la loi gabonaise le permet. Si on doit changer un peu son identité, on doit le changer. S'il doit être adopté, on doit le faire, mais de façon légale. Et ça, c'est tout à fait raisonnable de le faire et c'est tout à fait important de le rappeler aux gens, à ceux qui sont à la tête des administrations, ceux qui sont dirigeants de football ou de sport aujourd'hui, qu'il est tout à fait logique de travailler pour que derrière, on soit dans la légalité. Exactement. Alors, nous allons revenir sur Kanga Guelor un peu plus tard parce que, à part le problème de nationalité gabonaise ou congolaise, Kanga Guelor, il a brillé de mille feux. Mais nous allons revoir ça dans le sujet du Gabonais de la semaine. Vous êtes en ligne, vous le savez, nous prenons vos avis, nous prenons vos questions. Freddy Koula est là, il pourra répondre à vos questions. Partagez d'abord le live. Au mieux possible. Partagez le live dans le maximum de groupes où vous pouvez, et même sur WhatsApp, sur tous vos réseaux, pour que plus de monde puisse arriver et qu'on puisse avoir un vrai petit débat comme ça avec nos téléphones, nos tablettes. Nous, c'est le t-shirt de Romaric vous plaît. Je suis sûr que vous êtes un peu fan de mon t-shirt. Alors je vais profiter pour saluer ceux qui sont déjà en ligne avec nous. Hervé Gastaledelo qui nous dit depuis là, bonsoir, on sait frère que tu attendais certainement ça. Prisca Marielle, merci. Bonsoir à tous. Abel Moukani, bonsoir. Yorik Nkoge est là également. Axel Charmant, le grand là, a le manquement. Je suis sûr qu'il parle de Freddy Koula, ce n'est pas de moi. Alors nous disons aussi bonsoir à Justo Akwe qui nous dit ancien international alcoolique et il se met à rire. Alors, il y en a un certain nombre comme ça qui sont en ligne. Réagissez avec nous, posez des questions, vous voulez des éclaircissements sur les sujets. Là, nous étions sur Kanga. Tout de suite, nous allons enchaîner avec les assises du national football qui ont aussi fait couler beaucoup d'encre et de salive. Moi, j'ai deux questions pour toi, Freddy, en attendant vos questions. Évidemment, la première, je veux avoir ton avis en tant que journaliste et spécialiste de la question. J'étais excellent il n'y a pas longtemps. On a fait plus de 50 000 vues. Peut-être qu'il y a des gens qui n'ont pas regardé ça. On aimerait bien que... Allez-y, regardez la vidéo, j'ai parlé de déjà. Ton avis maintenant en tant que président d'un club de football féminin, parce qu'il fallait recevoir des invitations pour arriver à ces assises et tu n'en as pas reçu, à moins que mon information soit mauvaise. Alors en tant que président, sachant qu'on allait parler du national football et donc du football féminin, comment peux-tu réagir à ces assises? Non, conclusion. Il faut savoir, c'est en amont, d'abord ces assises c'était une très très belle chose et je pense être l'une des personnes qui ont milité pour qu'il y ait enfin une vraie discussion autour du football, parce que ça faisait quand même plus d'un an qu'on n'avait pas de ballon qui circulait dans le pays. J'en avais parlé pendant longtemps avec le ministre des Sports, Franck Guéma. Je lui avais dit, mais vraiment, monsieur le ministre, ce serait bien d'échanger. J'en ai parlé sur Radio Gabon, je me souviens, j'avais fait un petit tacle au ministre sympa, parce que je l'aime bien, en plus c'est un grand frère. Un tacle sympa. Non, mais en plus tu sais que je l'aime bien, mais ce qui est fondamental derrière, c'est que c'est une bonne chose qu'il y ait eu ces assises. Donc moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ceux qui pensent que ça a été une discussion de plus pour rien. Ça a été une discussion utile. Peut-être une discussion qui est parallèle à ce qui s'était déjà fait par Billy Biza en 2018, c'était les assises de foot, c'était beaucoup plus global. Et quand je regarde un peu les recommandations de Billy Binze à l'époque et celles émanant de ce que Franck Guéma a organisé, il y a beaucoup de similitudes et d'évidence, comme ce qui s'était passé avec les écritures, pour ne pas dire les discussions autour du lancement du championnat professionnel en 2012. Si vous regardez les cahiers de charges de 2012, juste après la CAN, la bonne idée du président, si vous regardez 2012, ce que les Massassi et tout ça avaient écrit, Liban Soleiman qui pilotait le projet, parce que pour ceux qui ne savent pas, le projet de professionnalisation avait été piloté par Liban Soleiman, il y avait M. Massassi dedans, je me souviens derrière, ils avaient commencé à échanger aussi avec le ministre de l'époque, le ministre des Sports, qui est Séraphin Mundonga et tout ça, c'est eux qui avaient lancé le projet, après Birinda et tout. Bon bref, ça c'est un autre débat. Donc ce qui est intéressant, c'est que ces assises-là ont permis en fait de se parler.
Que j'y ai été ou pas, bon, j'ai pas été invité, évidemment, parce que derrière, il y a forcément des gens qui n'ont pas voulu que j'y sois. Ça, c'est pas un problème. Moi, je ne suis pas celui qui doit forcément être au milieu des décisions. Je suis un lanceur d'alerte, un journaliste. Si on m'avait invité au débat, comme ça l'a été pour certains journalistes, parce qu'il y avait beaucoup de journalistes à ces tables-là qui étaient rapporteurs et tout ça, j'aurais été content d'y être et contribuer comme je le fais depuis des années, mieux que beaucoup de gens, parce que moi, dans cette affaire de football, je suis bénévole, je ne suis pas payé pour ça. Donc je le fais avec passion. Donc, si on m'avait appelé en tant que passionné du football, en tant que journaliste, parce que je suis quand même un journaliste qui compte dans ce pays, même si certains ne veulent pas le reconnaître, en tant que président de club, parce que ça fait 2 ans que je créais quand même un club féminin, on fait de la formation, etc. On essaie d'apporter des valeurs différentes pour développer le football féminin. Le club, c'est Atlético Akanda. Si on m'avait invité, j'aurais été content d'y être et j'aurais contribué, mais vraiment de façon fondamentale, d'autant plus que je fais une thèse sur le football parallèlement au développement du football à la télévision. Donc ma thèse, il y a des thématiques, il y a des recherches, il y a des écrits qui portent sur le football et notamment la promotion du football, la diffusion à la télé du football avec tout ce qui est droit télé, etc. Donc tout ce qui est autour de la communication, du marketing, de la télévision, etc. Autour de la promotion du football. Ça, fondamentalement, j'aurais contribué si j'y avais été. Et je ne me sens pas, je ne m'étais pas senti plus mal que ça, si je n'y ai pas avoir été. D'autant plus que derrière, peut-être que ça aurait créé d'autres remous. Donc, d'un côté, ça a été bien fait. De l'autre côté, je regrette que pendant ces assises-là, il n'y ait pas eu aussi, parmi les sous-commissions, je l'avais dit avec Solange, qu'il n'y ait pas eu une sous-commission intégrée, qui intégrait la communication, la promotion et le marketing du championnat. Parce que tout ce qui a été dit, c'est génial. Et moi, ça fait 5 ou 6 ans que je suis dans le monde du football, parce que j'ai été consultant à la Ligue nationale de foot, on faisait des matchs. J'ai vécu, oui, je m'en souviens très bien. J'ai vécu l'époque des Portugais qui manageaient le championnat national, les Espagnols et les Portugais. J'ai vécu l'époque de la professionnalisation. J'ai vu comment la LINAF s'est écroulée. Et je sais fondamentalement ce qui ne marche pas et ce qui n'a pas marché. Et ce qui n'a pas marché, après que les Espagnols ont commencé à partir, après qu'il y ait eu moins d'argent dans le foot, je sais que ce qui ne marche pas, c'est la promotion du championnat, c'est la visibilité du championnat. Parce que qui dit visibilité, qui dit promotion et communication correcte autour du championnat, dit annonceur, dit sponsor satisfait. Je prends un exemple simple. Moi, j'ai été, lorsque la RTL en 2012 avait accepté d'être sponsor du championnat, j'étais à l'époque en master et figurez-vous que mon master portait sur RTL Gabon et tout ce qui est sponsoring sportif. J'avais déjà étudié la question du National Foot et notamment du sponsoring du championnat via RTL en 2012. J'avais terminé en 2014-2015. À l'époque, quand RTL avait mis de l'argent, moi-même, la problématique, parce que j'étais stagiaire à l'époque, c'était de savoir comment est-ce que les 2,5 milliards que RTL va mettre vont pouvoir être rentabilisés par RTL. Donc au bout de la première année, c'était encore bien, parce que derrière, les Espagnols étaient là, il y avait encore un peu d'argent. Et puis derrière, lorsque Liban est sorti du projet et qu'il y avait moins d'argent, ça s'est écroulé. Voilà, on a compris que ça s'était écroulé et que derrière, malgré que RTL avait mis son argent, le championnat n'était plus du tout bien visible, les matchs ne passaient presque plus à la télé. Quand vous arrivez au stade, le stade n'était même pas... Bon, presque plus, c'est gentil de dire presque plus, ça ne passait absolument plus à la télé. Donc, on ne peut pas se passer de la communication, du marketing, on ne peut pas se passer de la promotion de tout ce qui est événementiel autour du championnat. Donc, ils ont discuté de tout, sauf du plus important, c'est-à-dire du retour sur investissement. Même l'État, quand il met son argent, les Rwandais, on va en parler, ils mettent beaucoup d'argent dans, dans le sport, que ce soit le Tour du Rwanda ou que ce soit aujourd'hui la Basket Africa League. Mais si vous regardez... Sans oublier les clubs internationaux qu'ils... Ça c'est mineur. L'investissement qu'ils mettent sur le Tour du Rwanda et qu'ils ont mis sur la Basket Academy League avec l'Arena et tout ça de Kigali, le retour sur l'investissement, c'est la communication. Je ne sais pas si les gens s'en rendent compte. C'est la communication incitative. C'est-à-dire que quand vous regardez la Basket Africa League, vous comprenez que c'est une grosse opération de communication qui vise, pour l'État, qui vise à attirer certainement les investisseurs, à attirer surtout les touristes. Donc deux choses fondamentales. Donc, moi je dis encore une fois, si vous avez un produit dans lequel l'État gabonais injecte son argent, dans lequel certainement certaines sociétés privées vont mettre leur argent très bientôt, que l'État ne leur oblige ou pas, mais si derrière il n'y a pas ce minimum de retour sur investissement qui est la communication, la promotion du produit national foot, on va toujours tout droit dans le désert. Bon, c'est peut-être une prêche dans le désert, mais encore une fois, je ne m'arrêterai jamais d'en parler et je ne m'arrêterai jamais de m'investir moi, parce que comme je l'ai dit à Solange, je suis peut-être le seul journaliste dans ce pays, ce n'est pas de l'arrogance, qui a mis de l'argent dans le championnat gabonais et qui ne l'a toujours pas reçu. J'ai investi plus de 10 millions de francs CFA dans le championnat gabonais. Ah oui, ça j'ai suivi. Il y a 2 ans, à la promotion du championnat. On avait
vraiment mis une bagatelle de propositions qu'avait accepté au départ le président de la LINAF, qui est Mbikam Djambou, que je respecte énormément. Et qui n'ont pas été suivis par la suite. Ils n'ont pas suivi. Ils ont coupé, on devait signer un contrat, ils n'ont plus signé le contrat parce qu'ils considéraient que c'était trop cher. Mais la communication coûte cher. La communication coûte cher. Mais si la communication coûte cher, c'est parce que derrière, on a un but. Le budget, pour parler de la communication, une petite leçon vite fait, le budget communication de Barack Obama pour sa campagne, la communication, c'était quasiment 80% du budget. Donc, tout ce qui est grande industrie et grands projets, tout ce qui est grand développement et surtout grande conquête, doit passer par le domaine communication et promotion. Mais bon, il y a un gros défaut quand même au niveau africain, ce n'est pas seulement dans le foot, on parle de sport, ce n'est pas seulement dans le sport, mais la communication généralement en Afrique et particulièrement au Gabon est très négligée alors que c'est elle qui permet. Peut-être parce qu'il n'y a pas d'école de communication, peut-être parce qu'il n'y a jamais eu de vraie perception de la communication. Encore une fois, je presse un peu pour ma chapelle, étant donné que je suis chercheur en communication, mais figurez-vous qu'à l'université par exemple, il y a eu pendant 4 ans un département de communication qui avait été implanté par l'UNESCO et qui a fini par disparaître et annexer par exemple le département des sciences du langage. Mais avant ça, depuis les années 70 et tout ça, il n'y a jamais eu par exemple à l'UOB un département de communication à part entière. Donc pendant plus de 40 ans, 50 ans à l'UOB, on n'a pas voulu enseigner aux Gabonais c'est quoi la communication. Donc ce n'est pas forcément de la faute des Gabonais de ne pas mettre au centre de leur projet la communication avec grand C, c'est peut-être parce que aussi derrière, il n'y a pas une vraie politique pour faire comprendre aux gens les fondamentaux d'un domaine qui est en principe un domaine salvateur. Et évidemment, je vais rappeler qu'il avait quelques bribes de l'adresse du ministre lorsqu'il était venu clore ses assises. Il disait qu'il fallait, pendant ses assises, mener une introspection profonde, sans tabou, de manière implicite et conclusive. Ça, c'est encore à voir. Alors, l'expression clé qu'il voulait qu'on retienne, c'était que ces assises du football devaient faire germer un football spectaculaire, auto-financé. Mais en même temps, on va revenir à ce que tu as dit sur la communication. S'il n'y a pas assez de communication, il n'y a pas de fan zone, il n'y a pas de vente de maillots, etc. Il n'y a pas de personnes. Si il n'y a pas l'accès au championnat à la télévision, ça devient compliqué. Dans l'analyse du discours du ministre, c'est génial ce qu'il a dit. En toute façon, le constat qu'avait fait le Premier ministre à l'ouverture, c'était un constat positif et impositif en fait parce que derrière tout le monde reconnaissait la responsabilité de l'échec. L'échec de l'État, l'échec des acteurs, l'échec des administratifs, l'échec des autorités dans le monde du sport depuis des années. L'échec, le fait d'avoir mis en échec le projet du président de la République qui, je le rappelle encore une fois, n'avait pas eu tort d'injecter énormément d'argent dans le football après la CAN. Parce que c'était d'une logique implacable. Vous investissez dans les infrastructures et surtout dans 2 événements consécutifs de grandes volées qui vous mettent à un niveau au panthéon du football africain. Et puis derrière, ce que le président a fait, c'était logique en injectant de l'argent sur une période de 3, 4, 5 ans pour pouvoir améliorer le spectacle et notamment le football local. Derrière, le président a été certainement trahi. Il a été trahi par beaucoup de gens qui ont piloté ce projet, qui au bout de 2-3 ans l'ont fait échouer. Mais ce n'est pas la faute de M. Ali Bongo qui a accepté lui personnellement, étant un grand fan de football, parce que sur le continent africain, si vous comptez 5 présidents qui sont absolument fans du football, vous y mettez Ali Bongo, il est socios au Real de Madrid. Il a créé 2 clubs de football. Il avait créé un club à l'époque, la Jacques, je crois. Il avait participé à créer un Missil FC, le club du ministère de la Défense. Et il a aussi beaucoup Akanda. Non, il y a Akanda qui est le FC Sapeur. Akanda FC. Il fait partie de ceux qui ont fondé Akanda FC. Et surtout, ce que les gens ne savent pas, c'est qu'en 1994 et en 1996, sur les 2 premières qualifications des Panthères du Gabon, Ali Bongo a joué un rôle fondamental. Je suis en train d'éplucher les archives, j'étais aussi étonné il y a un mois de découvrir qu'en 1994, lors de toutes ces expéditions-là, Ali Bongo était dans le staff. C'est-à-dire que c'était le grand ami à l'époque de Folquet. Et en principe, si on considère, si on fait une analogie, encore une fois je suis dans la spéculation scientifique, si on fait une analogie, on peut dire aujourd'hui que d'un point de vue géopolitique, le vrai président de la fédération à l'époque, ce n'était pas Taman, c'était le président, parce que c'est lui qui allait dire à son père qu'il faut mettre de l'argent dans le foot. Donc on n'a pas su surfer sur la dynamique d'un président super armé de football pour pouvoir développer notre football et le faire grandir. On a au contraire surfé sur une vague contraire qui nous a permis aujourd'hui d'être au plus bas de l'échelle. Mais il faut se remettre en question et c'est là où je dis bravo à la bande Afram Guema
et au ministre et au président de la fédération qui ont reconnu qu'il y avait un problème et qu'il fallait résoudre ce problème. Alors, la bande à Franck Nguema qui l'a aussi fait sous l'impulsion, encore une fois, du chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, qui avait tenu une réunion, on s'en rappelle, avec le ministre de la Jeunesse et des Sports, Franck Nguema, et avec le président de la FEGAFOOT, avec d'autres émissaires qui étaient allés à son palais. Et de suite de cela, évidemment, ces assises-là sont arrivées pour revoir, repenser le football national qui, on l'espère, va pouvoir repartir d'un bond. Même s'il faut souligner aussi que beaucoup ont surtout fustigé ces assises parce que un grand représentant a été oublié parmi les invitations qui ont été données ou envoyées, c'est l'ANFPG, l'Association nationale des footballeurs professionnels, alors que l'association des clubs y était, l'association des footballeurs n'y était pas. Certains d'entre vous ils sont allés un peu sur la pointe des pieds, les présidents des clubs. Après, sur le choix de ne pas inviter fondamentalement les présidents de clubs, évidemment, le ministre, je pense, avait justifié en disant qu'on ne peut pas être juge et parti parce que c'était une plaie devenue trop grande et trop béante, le National Foot. Il faut savoir comment fonctionne la Ligue nationale de football. Ce sont les clubs qui font en fait la Ligue nationale de foot. C'est une association des clubs. C'est eux qui élisent le président de la LINAF et en vérité, le président de la LINAF travaille pour les présidents de clubs. Donc je comprends parfaitement la logique de ne pas intégrer de façon structurelle les clubs et les présidents de clubs dans la discussion du renouveau du championnat, mais derrière, il fallait quand même intégrer, et là je le dis, l'association des footballeurs professionnels du Gabon qui est NFPG, d'autant plus que derrière, il y a eu l'association des footballeurs du Gabon, l'ancienne association, vous vous souvenez de la trahison du même Valérie Ondo de l'époque avec Nganjas. Donc oui, cette association-là qui était un peu endormie, qui avait été gérée par Guy Bina à l'époque, a été ressuscitée il y a quelques mois. Et elle était présente. Elle, qui est au comité exécutif, était présente. Mais cette association-là, je ne me souviens pas de la dernière fois où ils ont défendu les footballeurs gabonais. Mais je comprends très bien que dans ces assises-là, il y a aussi peut-être eu des règlements de compte indirects. Je ne veux pas, moi, entrer en profondeur, mais c'est dommage que Rémi Banega, qui avait déjà d'ailleurs commencé à discuter, à travailler sur le dossier de la réforme du championnat et qui avait fait des propositions au ministère, et donc je pense que le ministre avait reçu les propositions de l'ANFPG, qui travaille au quotidien, qui connaît la réalité des footballeurs, qui est en principe l'association reconnue par FIFPro qui travaille avec la FIFA quand même, FIFPro qui travaille quand même avec toutes les instances, l'UEFA, etc., toutes les grandes fédérations. Ne pas travailler avec l'ANFPG, c'est refuser la modernisation aussi d'un point de vue des acteurs et tout ça. Donc eux-mêmes, les acteurs, les footballeurs, se sont sentis mis à côté en marge de leur propre événement. Anciens footballeurs, mais on ne peut pas, encore une fois, j'ai pris l'exemple d'un dispensaire, venir rénover un dispensaire, apporter des plateaux techniques sans y associer les médecins et les infirmiers sur place. Ça n'a pas de sens. Mais bon, bref, qu'à cela ne tienne, les propositions qui ont été faites ont tenu compte, je pense, des discussions préliminaires sur les faites avec la NFPG. Avec la NFPG, il y a eu beaucoup de choses qui étaient incluses, qui satisfont la NFPG et les footballeurs, mais on ne doit pas s'arrêter là, parce qu'encore une fois, je vais parler vraiment comme un Gabonais, on sait tous que tout ça, c'était de la discussion, c'était des propositions comme tout le monde peut en faire, parce que ce n'est pas extraordinaire ce qu'ils ont fait, mais c'est louable. Mais cette proposition-là doit pouvoir enfin aboutir en étant validée et je pense par le président de la République, par le Premier ministre d'abord qui va proposer au président. J'espère que le président va finir par valider. Il n'y a pas de raison qu'il ne valide pas parce que c'est raisonnable et parce qu'il aime le football. Et puis derrière, la question de l'applicabilité entre ce que le président décidera, entre ce qui va sortir comme décision en Conseil de ministres et ce qui sera fait sur le terrain. Et parce que la finalité, le problème du football, c'est que la vérité, c'est que la pyramide est inversée. Les gens pensent au Gabon et dans pas mal de pays africains que le plus important, surtout les clubs de football, etc., ce sont les présidents, ce sont les trucs. Mais non, le plus important, ce sont les sportifs. Et tant qu'on n'aura pas compris que le plus important, ce sont les sportifs, on aura toujours le même problème parce que quand il y a une subvention, le président, plutôt que d'investir dans le bien-être des sportifs et des joueurs, etc., investit dans son propre bien-être, il s'achète un nouveau 4x4, il construit sa nouvelle maison, etc., etc. Donc, quand on aura compris qu'il faut mettre à niveau les footballeurs, il faut les mettre dans de bonnes conditions, on aura le fameux beau spectacle que réclame Franck Nguema. Encore une fois, si les footballeurs n'ont pas mangé, parce que lors du dernier exercice du championnat, moi j'ai vu des joueurs de AS Nikaki qui venaient jouer sans manger.
Les gars, ils étaient censés vivre à Mouila, ils étaient désormais logés dans une petite maison à Antoum. Les gars, ils venaient, ils m'appelaient certains, je leur envoyais à telle monnaie pour qu'ils achètent la galette au chocolat avant de jouer un championnat de première division. Difficile de le croire. Mais c'est amusant parce que quelques semaines avant, l'État, via la Gabon Oil Company, avait déjà versé une partie de l'argent, c'est-à-dire 25 millions à peu près. Et donc, les gars se retrouvaient au bout de 3 semaines, ne pas avoir à manger. Les gars voyagent pour aller à Ouyem, le bus tombe en panne et tout ça. Donc, si vous mélangez tous ces trucs-là, il y avait eu le même truc avec le stade Mandji. Donc, si les footballeurs ne sont pas dans les bonnes conditions, vous rêvez, vous faites ce que vous voulez, dans vos têtes, vous dormez, vous vous relevez, on sera toujours dans la même merde, le spectacle sera de merde, et puis derrière, on aura toujours un football qui patauge. Alors, Freddy, nous souhaitons vraiment que toutes les étapes soient suivies et que toutes les propositions soient déjà acceptées au plus haut niveau de l'État, par le chef de l'État et par les institutions qui doivent le faire, et que tout cela soit mis en branle. Chacun assume sa responsabilité. Sa responsabilité sur le terrain. Il faut dire aussi aux gens qu'il n'y aura pas de championnat donc cette année, ils l'ont dit de façon indirecte, ils ont appelé ça une année de transition, ça fait donc la deuxième année sans qu'il y ait de championnat, donc on aura 2 saisons de vide. Évidemment, c'est vrai que ça fait 2 générations quand même de footballeurs. Un footballeur qui avait 16 ans va se retrouver avec 18 ans sans avoir joué ni ça va être un peu difficile à intégrer ça. Il y a donc un décalage qui peut nous porter préjudice dans 3 ans, dans 4 ans, parce qu'encore une fois je vous le dis, pour l'instant il n'y a pas de relève avec si Ekwele s'en va, si Aubameyang arrête, si les Poko et tout ça arrêtent bientôt, on n'a pas de relève. Mais bon, qu'à cela ne tienne, l'année de transition doit nous permettre vraiment de nous préparer dès ces semaines-là. En principe, tout le monde devrait déjà être en train de travailler pour le début de la saison prochaine, qui doit se faire soit en septembre, soit en octobre. C'est maintenant qu'il faut le faire. Ce n'est pas en juillet, ce n'est pas en août. C'est maintenant qu'il faut préparer le début de la saison. Et heureusement, je pense que les nouvelles mesures, le président a dit qu'on peut faire du sport en étant vacciné. Donc je pense que ce sont les premiers protocoles pour emmener le Premier ministre et le gouvernement à accepter le retour des activités sportives, vacciner tous les sportifs, et puis derrière, voir comment on reprend les infrastructures de l'État pour les mettre au service du championnat, et puis derrière que le mécanisme qui a été proposé soit enfin validé pour qu'il y ait de l'argent. Parce que sans argent, le foot ne fonctionne pas. Sans argent, on aura beau sortir tous les discours du monde, on ne verra rien du tout. On a beaucoup parlé de football gabonais. Je sais que vous attendez avec impatience que nous parlions des nouveaux, on va dire des clubs qui trônent désormais au-dessus du football européen. En C3, nous avons Villarreal qui a battu Manchester United, pas des moindres, en finale de Ligue Europa. Et il y a Chelsea qui a battu le Manchester City de Guardiola. Pep Guardiola était parti pour être le grand favori de cette finale. C'était enfin sa finale, enfin son titre. Et l'image qu'on retient de Pep Guardiola, c'est un Guardiola qui embrasse une médaille d'argent. On sent qu'il aime, qu'il la veut, cette médaille d'or, mais qu'il n'arrive pas à l'avoir. Est-ce que Pep Guardiola ne sait pas, une fois de plus, tirer une balle dans le pied, Freddy? Bah non, il est surtout tombé sur un technicien, un alter ego tactique, parce que je pense que Tourelle, c'est un peu le pendant de Pep Guardiola, même dans la gestuelle, quand vous regardez Tourelle, etc. C'est un obsédé du jeu. Il est tombé face à lui sur un... Malheureusement, je pense que la défaite ou la chute de Guardiola est liée. C'est le PSG qui lui a fait un petit cadeau pourri. Parce que le PSG, environ Tourelle, quand Tourelle est arrivé en Angleterre, déjà Tourelle l'a battu 2 fois en Angleterre. Et oui, 2 fois, une en championnat et une en coupe. Et puis derrière, Tourelle vient le battre en finale. En faisant de la magie tactique, parce que ce que Tourelle a fait, c'est ce que Guardiola a souvent fait, parce que c'est un peu l'école de Bielsa, quoi. La folie tactique, la réflexion profonde sur le jeu de l'autre, et puis derrière essayer de contrer ce qui a été joliment fait, parce que cette équipe de Chelsea, on avait vu contre L'Oréal, on s'était dit bah c'est L'Oréal qui est nul et tout ça, mais non. Ah oui, on s'est dit c'est costaud défensivement, c'est pratiquement. C'est fort, ça ferme les lignes, ça fait un pressing de malade. Ça coulisse pendant tout le match. Mais la raison pour laquelle j'ai dit est-ce que Guardiola ne s'est pas tiré une balle dans le pied, c'est que Guardiola est devenu un grand fanatique de changement de système, de changement de joueur. Au dernier moment, on a vu qu'il avait mis Kevin De Bruyne, son maître, à jouer du milieu de terrain en faux neuf, alors que c'est Bernardo Silva qui avait ce poste-là. Il a joué sans sentinelle. On a habitué à ce qu'il y ait un Rodri ou un Fernandinho devant la défense. Et là, il a joué avec une paire Gundogan et Bernardo Silva. Si ça avait marché, ça aurait été du génie. Ouais. C'est ça le revers du génie, c'est qu'il voit des choses que nous on ne voit pas. Peut-être que dans ce match-là, il s'est trompé. Évidemment, moi personnellement, je pense qu'il s'est trompé en mettant Rodri sur le banc, notamment en faisant titulariser Sterling. Il a terminé derrière avec 2 attaquants. Bon, peut-être qu'on a vu aussi que quand Agüero et Ressus sont rentrés, ça n'a pas apporté grand-chose. Guardiola est le mieux placé pour connaître son effectif et pour façonner son projet de jeu. Donc derrière, je pense encore une fois que le mérite
n'est pas, le démérite n'est pas celui de Guardiola, c'est plutôt le mérite de Tuchel et de Chelsea d'avoir élevé le niveau, d'avoir été meilleur que Manchester City. Ce n'est pas un hasard, encore une fois, la jurisprudence, ce sont les 2 défaites en Cup et en championnat, et puis derrière c'est une logique que de voir Guardiola perdre en finale après avoir perdu 2 matchs, après avoir été contré par un grand technicien qui est Tuchel. Donc moi je préfère qu'on parle moins de Guardiola mais qu'on parle plus de Tuchel, parce que l'exploit a été fait par Chelsea et l'exploit a été fait par la bande à N'Golo Kanté. Pour moi, N'Golo Kanté qui est, si on enlève Lewandowski et son œuvre depuis 2020, pour moi N'Golo Kanté est actuellement tout simplement le meilleur footballeur de la planète. Et ça a été franchement un total régal de le voir depuis la demi-finale aller-retour contre le Real, et de le voir en finale là, tu as l'impression, et ça vraiment, s'il avait été européen, là on parle entre nous, hein, je ne suis pas raciste, mais s'il avait été blanc, européen et tout ça, il aurait déjà été au moins sur le podium de Ballon d'Or, et beaucoup de voix sont en train de s'élever pour dire qu'N'Golo Kanté mériterait au moins d'être parmi les 3. C'est à lui de confirmer pendant l'Euro, parce qu'il y a 2 choses quand même, il faut confirmer pendant l'Euro, parce qu'on ne va pas se mentir aussi, il était un peu blessé en début de saison, il n'a pas fait un bon début de saison, avec Lampard c'était pas terrible, là il a fait une bonne fin de Ligue des Champions, ça ne peut pas suffire pour gagner la Ligue des Ah non, loin de là. Il faut qu'il soit bon à l'Euro. Le problème avec l'Euro et l'équipe de France, c'est que quand Benzema est revenu et que Mbappé Mbappé là, tout le monde va regarder Mbappé parce que c'est le marketing et tout ça. Mais si Kanté est bon, parce qu'après le problème de Kanté, c'est qu'en équipe de France, il fait un travail de sape que tout le monde ne voit pas. Parce qu'à côté de lui, c'est ce qu'on appelle un peu les travailleurs de l'homme. Parce qu'à côté de lui, il y a Pogba qui bénéficie du travail, et puis il y a la bande à Griezmann et tout ça. Mais s'il fait un bon Euro et que derrière le début de saison avec Chelsea est encore génial, il n'y a pas de raison qu'il n'y soit pas. Mais exactement. Je pense particulièrement à un grand supporter qui m'a rabâché les oreilles pendant toute l'année sur N'Golo Kanté, Ngom et Bord Dani, qui me disait Chelsea cette année on gagne la Ligue des Champions, et on était au début de l'année. Il n'y avait même pas encore une dédicace à Ngom et Bord Dani qui a cru jusqu'au bout, qui nous a rabâché les oreilles et qui a eu la victoire. Nous pensons également à Paris, au Paris Saint-Germain, qui a viré Tuchel il y a moins de 6 mois, parce que Tuchel, il arrive à Paris, il faut rappeler, en janvier. Et on se rappelle aussi d'un Lampard qui avait dit que cette équipe de Chelsea n'était pas prête à compétir, n'était pas prête à remporter un titre, et elle remporte le plus grand des titres européens. Non, mais après le Lampard, il était peut-être, bon, je ne veux pas dire qu'il n'était pas prêt, parce qu'il avait fait un bon travail en Championship. C'est lui qui a bâti cette équipe aussi. Cette équipe est la sienne. Si Chelsea a gagné aussi cette Ligue des Champions, c'est en grande partie grâce à Lampard. Havertz avait été recruté par Lampard, Mount avait été recruté par Lampard, c'est lui qui allait le chercher en Championship et tout ça. Donc c'est aussi une victoire de Chelsea, c'est aussi une victoire de Lampard. Et Tuchel l'a dit, si le travail qui a été fait par Lampard n'est pas à jeter. Mais ce qui est important avec Paris Saint-Germain, c'est que c'était pas la première fois. Souvenez-vous, il n'avait pas viré, mais à l'époque, quand Ancelotti était parti, dès qu'il est parti de Paris, tout de suite après, il a gagné quoi, la Ligue des Champions avec le Real. Emery, là, il avait été viré par Paris. Et c'est lui qui prend la Ligue Europa. Même si Arsenal, c'était pas terrible. Et puis derrière, on a Tuchel qui, pour moi, honnêtement, là, je parle pas en tant que fan de foot et tout ça, mais ça veut dire que dans la vie, il y a une justice. Tuchel, on l'a viré, il était à 1 point de Lille au championnat. Ses résultats n'étaient pas si mauvais que ça. Terrible. L'année d'avant, il venait de qualifier le Paris Saint-Germain en finale. Pour sa première finale, la première finale de son histoire. C'était un peu bizarre de le virer à ce moment. C'est pas une finale nulle, c'est une finale qu'ils avaient dominée et qu'ils n'avaient pas gagné certainement. Ils étaient nouveaux, c'est normal. Et ils étaient face à un grand Bayern de Munich qui était l'équipe redoutable de l'Europe à ce moment. Non, mais c'est pas une affaire de grand Bayern. Regardez le contenu de la finale. La première mi-temps, c'est le PSG qui l'a dominé littéralement. Ils n'avaient pas été chanceux. Et puis, comme on dit en Ligue des Champions, le nouveau ne gagne pas toujours en finale. Ça fait combien d'années que quand on est nouveau en Ligue des Champions, on ne gagne pas. Mais on le vire en plus à Noël. Ça, c'est pas une affaire de ceci. C'est que, évidemment, pour les Qataris, Noël, ça veut rien dire. C'est un truc de chrétien. Mais pour Tuchel et pour sa famille, ça signifiait beaucoup. Ça a été brutal. Comment vous allez virer quelqu'un pendant les fêtes? Donc, il a dû passer ses fêtes dans une merde pas possible. Évidemment, quelques jours après, il a rebondi à Londres. Mais cette victoire-là aussi est une victoire de la justice de la vie. C'est que ça veut dire que derrière le bon Dieu aussi, il crée des réparations directes et indirectes. Croyez-le ou non, en tout cas, je suis certain que ceux qui ne sont pas croyants vont penser évidemment que je suis en train de bluffer, mais ce qui est sûr, c'est que c'est le bon Dieu qui lui a filé un coup de main. On a que nos yeux pour constater qu'évidemment Tuchel a eu justice, Emery a eu justice, Thiago Silva qui n'a pas terminé la finale aussi, qui avait été plusieurs fois accusé des défaites de Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, a lui aussi eu sa petite revanche. Il a eu d'ailleurs quelques mots en interview après. Et nous allons enchaîner toujours dans la récap foot, dernier sujet avec Karim Benzema, le KB, on va dire l'homme mission impossible. J'ai envie de l'appeler Tom Cruise parce que retour en équipe de France, c'était une mission impossible et Karim Benzema est bel et bien là. Son retour est moi je l'ai dit, hein, son retour est aussi enthousiasmant que le retour de Zidane en 2004 pour la Coupe du Monde 2006.
quand Zidane était revenu, moi j'étais super content parce qu'après derrière, c'est vrai que Zidane, Chirac était rentré dedans et tout ça, c'était une affaire d'État. Il était revenu, il avait ramené Makelele à l'époque. Mais le retour de Karim Benzema, on pensait que c'était mort. On s'était dit, bon écoute, Benzema va peut-être revenir en équipe de France si Zidane devient sélectionneur. Mais ou si Deschamps s'en va. Je suis peut-être certain, mais encore une fois, on est dans la spéculation, je suis peut-être certain aussi que le départ de Zidane du Real là, volontairement, c'est peut-être une préparation qui est faite pour qu'il reprenne l'équipe de France. Et je ne suis pas sûr qu'il soit complètement innocent dans cette affaire d'avoir créé la conciliation entre Deschamps et lui. Ils se sont parlé, tant mieux. Et en tout cas, ça nous est tombé dessus. Et puis, on est très content de revoir un formidable footballeur, Karim Benzema en équipe de France, avec moi maintenant tous les jours. Moi, je ne me délecte pas. Je regarde Infosport Plus. Moi, j'ai envie de voir. Ils font ce que je veux. Voir Benzema, les gestes techniques et tout ça. En tout cas, on se régale. Et puis derrière, on va voir ce que ça va donner à l'Euro avec les 4 ou 5 fantastiques devant. On a quand même Dembélé à côté. On a Coman. Et puis, on a le trio Griezmann, Benzema, Mbappé, ça va être phénoménal. Au milieu du terrain, Paul Pogba, N'Golo Kanté. Super vite, voilà quoi. Dans une poule assez difficile quand même, parce que ça va être France, Allemagne, Portugal, parce que là, si l'équipe de France échoue, on va tomber sur le petit arabe et tout ça. Mais si l'équipe de France joue bien et qu'il y a de la cohérence, et surtout si Pogba surtout qu'elle joue mieux, si elle joue mieux qu'avant le retour. Si Pogba est bon, parce que Kanté, il sera bon. Si Pogba est bon au milieu et que derrière, il arrive à trouver une mixture en attaque, je pense que cette équipe de France va faire très mal aux adversaires. Mais attention, la jurisprudence de 2002, quand la France a souvent eu d'excellents joueurs devant et une équipe complète, généralement elle s'est plantée. J'espère que vous avez, que du côté de la France, vous avez écouté Freddy Koula et je suis sûr que vous aurez certainement l'occasion de l'écouter. L'occasion pour moi également de saluer certains qui nous ont rejoints en ligne. Il y en a un qui nous dit que le championnat est mort depuis 4 ans. Mais bon, les poules, c'est pas un championnat sérieux, je comprends pas très bien. Bonsoir Mapangou, fils d'Afrique, bonsoir à tous. La pierre jetée est devenue la pierre précieuse. Ça, c'est certainement en référence à Thomas Tuchel. Et surtout Thiago Silva. Thiago Silva. Alors, nous allons évoluer et passer à notre seul sujet. Nous avons un seul sujet de récap basket. Nous allons parler de la Basketball African League qui nous a livré son tout premier champion. J'ai envie de dire sans surprise, mais bon, sans surprise parce que c'est une équipe qui est très connue, c'est un des costauds du continent en matière de basketball. Le Zamalek a eu raison de l'US Monastir de Tunisie, deux clubs du nord de l'Afrique. Et là, ça en revient à ce que tu disais, Freddy, concernant la constitution des équipes, concernant l'organisation depuis le haut jusqu'en bas. En Afrique du Nord, ils ne s'amusent pas avec l'organisation. Ce qui s'est passé avec la Basket Africa League, c'est le reflet de ce qui se passe en Ligue des champions africaine, en Coupe de la CAF africaine. Depuis ces dernières années, en tout cas, les meilleurs clubs, ce sont les clubs du Maghreb. Pourquoi ils sont meilleurs? Peut-être parce qu'il y a un peu plus d'argent qui est injecté dans le football, surtout parce qu'ils sont dans un environnement professionnel et surtout les États, les administrations, tout le monde a compris qu'il faut organiser le football de façon à ce qu'il devienne plus professionnel, qu'il devienne enthousiasmant et surtout qu'il produise un spectacle et surtout de l'argent. On ne peut pas avoir un grand football sans argent. Même les équipes nationales, c'est de l'argent qui est injecté. En un petit parallèle avec les équipes nationales de championnat, vous ne pouvez pas investir autant d'argent dans les équipes nationales. On prend l'exemple de nos Panthères, 500 millions de francs CFA en moyenne par déplacement ou par match des Panthères, et puis refuser de mettre 1 milliard ou 2 milliards sur le championnat. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Donc, il y a une logique implacable qui veut que la préparation locale débouche sur une réussite nationale. Donc naturellement, les Maghrébins et surtout même les Égyptiens, surtout pour parler du Zamalek, parce qu'ils ne sont pas au Maghreb du tout. Beaucoup qui sont au Maghreb alors qu'ils sont pas dans le Maghreb. Mais ce qui est certain, c'est que derrière le championnat égyptien, dans toutes les disciplines, en handball, ils sont top. En basketball, ils sont de plus en plus top là parce qu'ils étaient tombés un tout petit peu. Et en football, ils sont top. Donc, c'est un conglomérat d'organisations qui fait que quand on est bien organisé, naturellement, il y a la réussite derrière. Il n'y a pas de tricherie. Donc, ce qui se passe en football, avec Al-Ali et le reste, etc., ça va se refléter dans le basketball et ça se reflète dans le hand. Ça sera ça jusqu'à ce que les autres équipes se mettent au niveau. Les Angolais, ils aiment le basket depuis des années. On a vu la Petrosport de Luanda et tout ça. Qui a fini 3e. Pendant longtemps, le championnat angolais, c'était le top. Et dès que le championnat est tombé un tout petit peu, malgré les bons basketteurs qu'il y a encore là-bas, tant que le championnat local n'est pas performant, généralement les performances des représentants n'est pas terrible. Donc, c'était une belle basket académique qui passait d'ailleurs sur Canal. Mais surtout, moi, ce que je retiens derrière, c'est quand même
comme on a dit tout à l'heure, l'organisation globale de la compétition. Grosse organisation. Avec en finale grosse communication. Avec en finale quand même quelques représentants de taille, Mutombo, Dikembe Mutombo, on avait des grands joueurs qui ont disputé pour la joie là. Et puis on a même vu Macron qui était en visite au Rwanda, qui allait assister à une des demi-finales de cette Basket Academy League. D'un point de vue marketing, c'est fondamentalement propre ce qui a été fait, pour parler en langage gabono-gabonais, mais ce qui est certain, c'est que derrière on a vu aussi d'un point de vue infrastructurel que l'aréna de Kigali qui a été fait, qui est magnifique, etc., va pouvoir profiter au développement du basket local, parce que évidemment ils ont échoué à la 4e place, le club de Kigali. Ce qui est certain, c'est que derrière, il y aura une répercussion magnifique, parce que vous avez vu sur tous les maillots, il y avait Visit Rwanda, comme sur les maillots du PSG, comme sur les maillots d'Arsenal. Le football est un vecteur fondamental des énergies positives vers le tourisme de masse, vers la promotion du pays. Le football, le sport en général. Le sport, je voulais dire le football, le sport globalement, le basketball et le reste. Alors, Petro de Luanda, Freddy, tu en as parlé, qui a sorti les patriotes, de vaillants patriotes du Rwanda, qui étaient les représentants qui jouaient à domicile et qui ont mené une bonne, on va dire quoi, une bonne campagne, mais qui ont été vaincus par plus fort que, parce que Petro de Luanda, c'est quand même ce qui se fait de mieux depuis des années. Ils sont moins bien. Ces temps-ci, on s'attendait à ce qu'il y ait une finale plutôt Zamalek contre Petro, mais Petro a pris la médaille de bronze. Je retiens vraiment l'organisation. En arrivant sur ces images, on ne se serait pas dit que c'était en Afrique. On se serait dit, c'est la NBA, c'est une finale de conférence. Parce qu'en même temps, c'est une collaboration que FIBA a réussi à bien faire avec la NBA et la Banque Africa League. C'est un vrai projet mené par le Congolais d'origine Dikembe Mutombo là, mais ce qui est certain, c'est que moi, en tout cas, j'ai été bluffé par ce qui a été fait d'un point de vue organisationnel, d'un point de vue de la mobilisation, du strict respect des mesures sanitaires, etc. Ça ne rigole pas au Rwanda et c'est le reflet du développement rwandais via le sport. Encore une fois, ce qui se passe au Rwanda aujourd'hui, c'est un peu, permettez-moi de faire le parallèle, c'est un peu, je pense, je ne suis pas le porte-parole de la présidence ni du président, mais c'est un peu, je pense, le rêve qu'avait eu Ali Bongo à partir de 2010, 2011, etc., quand il a voulu faire du sport la vitrine du développement du football. C'est fondamental. Il y a beaucoup de pays comme ça qui aujourd'hui sont devenus de grands pays grâce au sport. Et je pense au Kagame, qui a fait une belle interview que je vous invite à regarder dans l'équipe et même dans Jeune Afrique, qui a expliqué que c'est grâce au sport qu'ils ont réussi à penser leurs blessures et surtout à se développer. Pas parce que le sport a généré de l'argent, mais peut-être parce que le sport leur a donné du crédit, de la visibilité, et le sport leur a permis de penser développement et penser réussite. Parce que évidemment, l'état d'esprit du sportif, c'est de réussir, c'est de faire des choses bien, c'est d'être épanoui. L'épanouissement du Rwanda aujourd'hui est calqué sur la dynamique du sport, et je pense que c'est ce que le président avait voulu faire avec la CAN en 2012, avec la CAN en 2017, avec l'injection de l'argent dans le championnat de football, et il y avait eu aussi à l'époque la professionnalisation du championnat de handball et tout ça. Donc je pense qu'on n'a pas su saisir à ce moment-là la dynamique impulsée par un président qui est un grand fan de sport, mais j'espère qu'aujourd'hui, on va pouvoir, d'un point de vue domestique au Gabon, tirer des leçons de ce qui n'a pas réussi pour pouvoir calquer les bons modèles, les bons élèves, comme le Rwanda aujourd'hui, qui est un beau et grand pays, un pays très propre aussi, parce que j'étais à Kigali, super propre comme ville. Le Rwanda, ce n'est pas seulement le foot, ce n'est pas seulement le basket, le Rwanda, c'est aussi le cyclisme, parce qu'ils sont en ce moment ce qu'on fait le mieux sur le continent avec des Areoya, des coureurs comme ça, qui sont incroyables. Alors, quelques réactions, bonsoir la famille. Le meilleur du foot, nous dit Steve Mondo, Rubenza, Rouven qui nous dit je suis là. Et il y a Evie presque qui nous dit les pays du Maghreb ne peuvent que réussir dans le sport, il faut investir et aujourd'hui ils sont en train de dominer le continent. Ce n'est pas simplement aujourd'hui, Evie Prince, ça fait des années déjà que les pays du Maghreb et l'Égypte à côté investissent énormément d'argent, énormément dans la communication, dans les infrastructures, l'organisation. C'est l'environnement économique qui conditionne les environnements culturels et sportifs et tout ça. Tant que les entreprises sont pleines aux as, c'est un peu comme chez nous à l'époque, quand Petro-Gabon, qu'est-ce que je raconte, AS Sogara à l'époque avait beaucoup d'argent, quand il y avait des grandes sociétés, la SCG était super pleine aux as à l'époque, ils ne réchignaient pas à mettre de l'argent dans le sport. Donc l'environnement économique, le nôtre se porte plutôt bien, on a réussi à résister
aux dernières crises qui sont arrivées. Ce qui est certain quand même, c'est que derrière, il faut arriver à trouver des astuces pour que les entreprises derrière s'intéressent à nouveau aux responsabilités sociétales et au divertissement. Parce que là, aujourd'hui, toutes les entreprises te parlent de responsabilité sociétale. Moi, j'ai un club de foot, et c'est vraiment pour répondre en disant l'investissement, c'est qu'il y a l'investissement privé, ce qu'on appelle les partenaires, les PPP, là, partenariats public-privé, tout ça aussi, qui peuvent entrer en jeu. Et puis derrière, il y a aussi les investissements directs des clubs. Un club aujourd'hui, moi j'ai un club de foot aujourd'hui. Moi, mon club de foot, j'ai peut-être fait, depuis qu'on a lancé le club, peut-être 200 lettres de demande de sponsoring échangées avec les responsables d'entreprise. Mais derrière, c'est la même problématique qui se pose. Pourquoi une entreprise viendrait investir dans un secteur qui n'est ni joyeux, ni attractif, ni spectaculaire? À quel moment on va investir dedans? Et surtout quand on sait que lorsqu'il y a investissement, il n'y a pas toujours retour sur investissement. Est-ce que, une dernière question, Freddy, il nous reste 5 minutes, nous aurons fini pour cette émission d'une heure, on va terminer avec le Gabonais de la semaine. Mais une dernière question dans ce sens-là, est-ce que le problème, c'est la structuration? Est-ce que le problème, ce n'est pas plutôt les mentalités? Parce que le championnat, ou alors les championnats gabonais en matière de basket, de football peuvent être structurés, mais il y a toujours des gens, quelque part, qui ne font pas ce qu'ils doivent faire ou qui prennent l'argent, qui investissent d'une certaine manière pour faire autre chose. Je vais être sincère avec vous. Moi, ça m'est arrivé d'organiser des événements. Il n'y a pas longtemps, j'ai organisé un bel événement que je vais peut-être refaire en 2022. C'était le tournoi des médias, c'était la Medias Cup. Un tournoi de football, un sport, un événement, ça coûte super cher. Donc, si vous voyez un événement qui est organisé avec un minimum syndical, c'est-à-dire que vous venez au stade, vous trouvez juste les gars en train de jouer, il n'y a peut-être même pas de la musique et tout ça, dites-vous que s'il y a eu de l'argent là, cet argent n'a pas été utilisé. Un événement doit pouvoir en jeter. Regardez le marathon du Gabon. Les gens y vont pourquoi? Parce qu'il y a une ambiance autour. C'est aussi simple que ça. Alors, on a un Européen qui vient organiser son événement, tac, il nous donne l'opinion à tout le monde. Tu vois? Donc, c'est pas pour être xénophobe, c'est pour dire simplement que eux, il y en a qui ont la vision et qui ont l'honnêteté de dire si on met un produit sur le marché, il faut que le produit soit attrayant pour que, ceux qui y participent soient impliqués et intéressés de revenir prochainement, et ceux qui investissent leur argent soient contents. Vous pensez que quand Perenco met de l'argent dans le 10 km de Port-Gentil, il n'est pas content de venir le jour J, voir qu'il y a plein de monde, tout le monde a un t-shirt à 10 km, etc., que c'est beau, il y a de la musique, il y a de l'ambiance. Mais c'est ça l'événementiel. Donc aujourd'hui, il faut regarder tout ce qu'on fait comme événement, ou même championnat de football et tout ça, il faut voir ça comme des produits. Il faut prendre ces produits, mettre de l'emballage, c'est-à-dire le rendre beau, et ensuite derrière on aura le spectacle, parce que même les footballeurs, s'il sait qu'il passe à la télé, s'il sait que le stade est beau, la pelouse est belle et que le stade est brandé, il sait qu'il a intérêt à être bon, parce que derrière il va se faire insulter. Donc il faut miser sur le beau, il faut miser sur le propre, le marketing et la communication. Tout ça, c'est ce qui fait le football. Les détails, ça compte dans le sport de haut niveau, et naturellement, à partir de ce moment, on va attirer les gens, on va attirer les partenaires et on va attirer forcément les investisseurs. Alors il y a le Magic Andy qui nous fait signe qu'il nous reste maintenant 3 minutes. On va en profiter pour parler du Gabonais de la semaine. Nous n'avons pas laissé choisir le Gabonais de la semaine cette fois-ci. Ce serait bien de faire le Gabonais de la saison. Moi, je suis plutôt parti pour le Gabonais de la saison, parce que là, les championnats sont finis. Vas-y, je change un peu de télévision. Disons le Gabonais de la saison. Le Gabonais de la saison? Ça y est, t'es pas là 2 semaines. Je vous laisse choisir. Vous avez 3 minutes pour nous répondre rapidement. Gabonais de la saison, Aaron Boupenza, Pierre-Emerick Aubameyang, Kanga Guélor, qui je rappelle a gagné coupe et championnat avec l'Étoile Rouge de Belgrade. Il y a beaucoup d'autres Gabonais. Il y a des Gabonais dans le taekwondo, par exemple. Il y a des Gabonais dans le basket avec Chris Silva. Il y a Anthony Obam. Je rappelle, notre prochaine édition, nous aurons un sujet de l'UQAM qu'on n'a pas eu aujourd'hui sur nos représentants pour les prochains championnats d'Afrique. Ils sont connus, ils sont 5. Nous allons en reparler. Et il y a des surprises en taekwondo, oui. À Dakar, prochainement, début juin, ils vont se déplacer. Il y a du judo également? Judo, non. Championnat d'Afrique de taekwondo spécifiquement. Ah, Maria, elle sera dedans. Maria Mouega, moi je l'aime bien. Maria Mouega, c'est une évidence. C'est notre championne. C'est, on va dire, la première ici au Gabon en matière de taekwondo au féminin. Anthony Obam au masculin. Il y a notre étoile que nous avons eu déjà dans un numéro dans l'univers et de Top Sport. Manuela Atora, je ne sais pas si tu connais, qui est très prometteuse et qui, je le lui disais encore hier, je l'ai eu au téléphone quand elle m'a annoncé qu'elle va y aller. Au téléphone avec les athlètes, toi?
Évidemment, on est obligé de suivre pour vous donner des informations clés, des informations propres. Votez, s'il vous plaît, qui est pour vous le Gabonais de la saison. Et on va finir par là. Il y a quelqu'un, Evie Prince, qui nous dit Kanga. Freddy Koula sur le plateau a dit Aaron Boupenza. Non, moi je dis après, Kanga, c'est le Gabonais de la... Ça fait plusieurs années que Kanga est à un bon niveau. Moi, j'ai aucun problème. Cette saison, il a quand même fait une moins bonne saison que la précédente. Il a marqué que 7 buts. Je pense qu'il a délivré une dizaine de passes décisives. Kanga a fait une bonne saison. Je pense que Kanga a plus fait parler cette saison par rapport à l'affaire Kanga sur les dernières semaines. Mais il a été surtout, moi, là où je trouve fondamental, c'est que pour la première fois de sa vie, il a été ultra décisif avec les Panthères. Il a fait 2 passes décisives face à la RD Congo. Pour moi, ça a été quand même une bonne année pour lui. Mais évidemment, si on parle de sport, de football, et j'espère qu'on va pouvoir lancer un petit prix bientôt, le footballeur, le sportif de la saison, ça ne peut qu'être Aaron Boupenza parce qu'il nous a illuminé toute la saison. Statistiquement, d'ailleurs, j'en profite pour vous dire que ça faisait 10 ans en football, ça faisait 10 ans qu'aucun footballeur gabonais dans la planète n'avait terminé au nombre de buts devant Aubameyang. Ça faisait 10 ans. Le dernier qui avait terminé devant Aubameyang, c'était en 2011. Il s'appelle Henri Antoué. Il joue en 2e division portugaise. Et puis à partir de 2012, depuis la CAN, Aubameyang chaque année meilleur Gabonais en termes de buts en championnat. Donc c'est pour vous montrer l'exploit mirobolant du jeune Aaron Boupenza qui avait marqué, qui n'avait pas marqué plus de 10 buts depuis qu'il était en 2e division à Tours. Il est passé par des périodes compliquées. On considérait même que sa carrière était finie. Il nous a montré que dans la vie, il faut savoir parfois faire preuve d'humilité pour ensuite rebondir. Et c'est aussi grâce à Patrice Neveu qui a su lui donner confiance, qui a su aussi lui trouver une piste, notamment à Hatay Sport, parce que s'il est allé en Turquie, c'est aussi grâce à Patrice Neveu qui fait un bon travail d'ailleurs avec les Panthères du Gabon. Et puis aujourd'hui, il faut arriver aussi à dire aux Gabonais que pour une de première fois, on a un Gabonais qui est Aaron Boupenza, qui est né à Mwanda, qui est Gabonais, né à Mwanda, qui a commencé à jouer au ballon chez nous, qui est né par le père et le mère gabonais quand même, qui a grandi à Libreville et tout ça, qui a joué au CF Mounana, qui a été formé dans les petites catégories par les c'est un pur produit gabonais. Un pur produit du football gabonais, comme il y en a eu d'autres, comme il y en a eu avec un nom Ibrahim et Kole Manga. Il faut saluer ces performances-là et se dire, Seigneur, il faut qu'il y en ait d'autres dans les prochaines années et il faut donc qu'il y ait une organisation de la formation et surtout des compétitions des jeunes. C'est mon dernier mot. Ce football gabonais ne va progresser, ne va redémarrer que si on donne de la confiance aux jeunes. Les jeunes, ce n'est pas les gars qui ont 18-19 ans qui vont jouer en première division, mais ce sont les gamins qui ont 14-15 ans qui savent qu'à la fin de l'année, ils vont jouer un championnat national, ils vont jouer contre telle province ou tel club. Ce sont des jeunes filles aussi qui ont milité pour le football féminin. Et grâce à eux, dans les recommandations, ils ont décidé d'intégrer le football féminin en pensant à créer une ligue nationale féminine à laquelle je militais naturellement. Il faut penser à la formation, c'est fondamental. Mais tout le monde le dit depuis des années, tout le monde le martèle partout, tous les gens dans le sport le disent, mais personne ne le fait. Il faut faire. Alors, c'était le moment de faire de Freddy Koula. Moi, je m'en vais regarder pour qui vous avez voté. Je vois un Boupenza sur le plateau, un Kanga Guélor. Moi, j'aurais dit Kanga Guélor. Il ne faut pas oublier, il y avait Jim Alevina qui ne faut pas laisser de côté, qui a eu une excellente saison aussi. Si tu veux, je fais top 5. Donc, numéro 1, c'est un peu comme j'ai fait. Allez-y sur ma page Facebook, mon Twitter. Freddy Koula, vous allez voir, je fais le classement des buteurs. Je pense que le classement des buteurs reflète un peu le classement des meilleurs joueurs gabonais cette saison. En 1, évidemment, Boupenza, pour moi, numéro 1. En 2, Jim Alevina, parce qu'il a été top cette saison. En numéro 3, je mettrai Aubameyang quand même, parce que c'est le capitaine. Et quand il a été bon et pas blessé, il a fait de grandes choses. C'est le meilleur joueur qu'on ait de l'histoire de notre pays et même en Afrique centrale. Et puis, en 4, je mettrai Kanga Guélor. Et en 5, Bruno Ekole Monga, qui a quand même fait une bonne saison malgré la difficulté de son club. Et il a joué, c'est le seul joueur à avoir disputé tous les matchs de Ligue 1 cette saison. Je ne sais pas s'il va rester à Dijon l'année prochaine, mais en tout cas, Ekole a été très très bon avec les Panthères cette année et a été très bon avec Dijon. Alors, c'est le bon de Freddy Koula et nous allons vous annoncer que le Gabonais de la saison... Vas-y, tu fais... Non, voilà ce que je te dis. Laisse les gens voter et puis voyons voir la semaine prochaine quand tu fais l'émission. Ok, continuez à voter sur la page et puis à la prochaine émission, on va suivre les recommandations données par Freddy Koula et on va vous dire qui est le Gabonais de la saison. On vous laisse donc une semaine pour voter. Vous allez avoir l'occasion donc de regarder un peu les statistiques, etc. Nous sommes arrivés au terme de cette émission, de cette énième émission de Top Sport 241. Merci encore à Freddy Koula d'avoir été avec nous. Merci au gouvernement, parce que s'il était 18h, je serais parti.
Alors, on va courir pour rentrer. Merci à vous d'avoir regardé. Alors, merci. Partagez, surtout, c'est super important pour le digital, le travail que Romaric fait, d'être partagé. Plus il sera vu, et plus il sera encouragé, et plus le média 241 sera aussi populaire, et plus il y aura de l'argent. Exactement. Merci beaucoup, Freddy. Moi, je vous dis à la semaine prochaine, lundi, très exactement, Dieu voulant. Ciao, bye bye. Et surtout, n'oubliez pas, rien n'est impossible à Dieu, et tout est possible à celui qui croit. Amen.